Square. Hey, hey. Allez, 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 allez. Let's go. Qu'est-ce que ça veut dire projet Prévac, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors le projet Prévac, c'est un partenariat de plusieurs entités européennes et américaines pour un essai clinique sur Ebola. D'accord. Donc dans ce consortium, il y avait les Américains qui ont financé en grande majorité l'étude. Donc les Américains sont représentés par ce qu'on appelle le NIH, pour National Institute of Health. C'est l'Institut national de santé américaine, donc c'est le gouvernement américain directement. Ok. De l'autre côté, vous avez le gouvernement français avec l'INSERM, pour Institut national de santé et de recherche médicale. Les coupables, ceux qui ont trompé tout le monde, qui ont menti à tout le monde. Ensuite, vous avez la London School qui était également présente. Et vous avez l'ONG Alima qui est en grande majorité représentée par des Africains qui était également présente. D'accord. Donc, toutes ces personnes-là ont décidé de mener un essai clinique en Afrique et comme les Américains et les Européens et les Anglais n'ont jamais mené d'essai clinique en Afrique, ils ont demandé à Alima de déployer, donc c'est-à-dire ils ont demandé à Alima d'embaucher du personnel africain et expatrié européen pour venir mettre en place l'essai clinique, car en Guinée, le personnel, soi-disant selon eux, n'était pas assez formé, ce qui est quelque part un peu vrai. Mais ça, ils auraient pu le corriger après. Donc, on avait plusieurs entités qui étaient présentes sur le territoire et c'était l'INSERM qui était en charge de faire respecter ce qu'on appelle un essai clinique. C'est un mot que vous entendez régulièrement depuis les médias, mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que c'est un essai clinique? Un essai clinique, on va prendre un produit qui peut être un vaccin, un médicament, un dispositif implantable comme par exemple pour les gens qui entendent mal, ou par exemple les gens qui mettent des prothèses. Donc à partir du moment où on vous donne quelque chose de médical et que vous testez le produit puisqu'il n'a pas encore été validé par l'OMS, on appelle ça un essai clinique. Ces essais, ils servent à confirmer que le produit qu'on injecte à des êtres humains, et je parle bien à des êtres humains, ne va pas être nocif pour eux. Et peu importe l'être humain à qui vous l'injectez, vous devez vous assurer que cette personne ne va pas avoir d'effets graves. Dévastatrices. Mais ces essais-là, en Europe, ils le font sur des animaux, on est d'accord? Alors, en Europe, effectivement, il y a une première phase qui est d'abord faite sur les animaux. Donc, il faut savoir, quand vous développez un vaccin, ça prend plusieurs années de développer un vaccin. Or, pour Ebola, ils ont développé un vaccin très rapidement, ce que j'ai trouvé très bizarre. Et d'ailleurs, moi, excuse-moi de te couper, c'est Dr Mayembe qui est à la tête de ce projet que nous, au mois de juillet 2019, on avait dénoncé Dr Mayembe. On avait fait un article en dénonçant Dr Mayembe parce que ce que les gens ne savent pas, il n'est pas l'auteur de ce vaccin. Le brevet appartient à des Américains et des Canadiens. Ça veut dire quand vous tapez le nom de ce brevet, contrairement à ce qu'ils nous ont fait, ils ont fait croire à la population africaine, n'appartient pas à Dr Mayembe. Dr Mayembe n'est qu'un employé des Américains que moi j'appelle un pion, d'accord, des Américains. Merci beaucoup. Exactement, exactement. Donc, je vais revenir sur ce que tu dis, je vais revenir sur ces très très nombreux médecins africains qui sont corrompus, qui sont complices pour moi de meurtres, car il y a des gens qui meurent pendant ces essais cliniques et que les médecins africains préfèrent cacher ça à leur gouvernement pour des raisons financières, mais on va revenir plus tard. Donc voilà. Donc j'ai les essais cliniques, il faut savoir qu'en Europe, on commence d'abord sur les animaux et ensuite on commence sur l'être humain, mais on s'assure par de très nombreux tests au laboratoire que quand on va l'administrer à l'être humain, il ne va pas y avoir d'effets indésirables. Et si vous vous rappelez bien, en 2017, il y a eu un essai clinique en France où il y a eu juste un mort. Juste un mort. Et ils ont tout arrêté. Tout a été arrêté. Exactement. Tout arrêté. D'accord? Et la famille a reçu des milliers d'euros d'indemnité. Exactement. Le laboratoire fermé parce que voilà. Le Biotrial, exactement. C'était la société Biotrial que je connais très bien puisque j'ai également travaillé avec eux sur les essais cliniques. D'accord.
Donc, vous voyez, je connais très très bien ce milieu. J'étais également coordinatrice d'essais cliniques sur la mucoviscidose en France, où j'avais à gérer 48 centres de recherche sur toute la France. Donc, c'était un gros projet. J'étais la représentante nationale sur ce projet. J'ai eu à voyager en Europe également pour ce projet. J'ai eu à voyager énormément pour ce projet, à discuter avec de nombreux chercheurs et médecins sur les essais cliniques. Ok. Voilà, donc un peu pour vous expliquer le contexte et qui je suis, pour pas qu'on pense que je suis peut-être une fausse intellectuelle qui vient. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis un peu de temps à parler, comme quand j'expliquais, je travaille dans un grand groupe pharmaceutique français. Oui. Donc ceux qui connaissent je vais pas citer, mais ceux qui connaissent la biologie savent qu'il y en a que 2. Et moi, voilà, je travaille dans l'un des plus grands groupes français pharmaceutiques. Donc au début, j'ai un petit peu voulu protéger mon identité, mais je me dis non, trop c'est trop. Il faut que je parle. Trop c'est trop. Oui. Trop c'est trop. Mon employeur, j'espère, comprendra que ma démarche n'est pas de nuire au monde de la pharmaceutique ou des essais cliniques, mais de faire respecter les droits des Africains. C'est ça. Et surtout en Afrique. Surtout je veux qu'on respecte. Exactement. J'aurais pu me trouver en Inde, au Brésil, au Japon, en Chine, j'aurais réagi de la même manière. Oui. C'est des êtres humains, et la déclaration d'Helsinki de juin 1900. Voilà, 1964, bien avant que toi et moi on soit nés, hein. Oui, bien avant, protégeait déjà toute personne se prêtant à la recherche clinique sans distinction géographique de race ou de couleur. Et l'INSERM a consciemment bafoué ses droits en me disant on est en Afrique, personne ne va venir regarder ce qu'on fait. À moi, une Africaine, en me disant les Africains ne connaissent rien à la recherche. Et pourtant, je suis africaine. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, très rapidement, vous donner les points forts. Donc, comme tu as dit, aujourd'hui, moi, je constate que la vie d'un Guinéen vaut 60 euros. La vie d'un Guinéen, 60 euros. Voilà. Ouais. Est-ce que vous comprenez, peuple africain, afro-descendant, parce que je sais que quand c'est l'homme rose qui parle, vous écoutez, quand c'est vos semblables, vous n'écoutez pas. Alors écoutez bien, elle vous dit, la vie d'un Guinéen vaut 60 euros. Écoutez. Voilà, donc il est payé 60 euros, alors qu'ici, j'ai regardé un Européen pour le texte du vaccin Covid, selon les sociétés avec qui le font, c'est entre 4 000 à 4 500 euros. Donc pour un Européen, vous avez le droit à 66 Africains. Donc vous faites le calcul. D'accord. Ok. Donc vous comprenez, faites le calcul. Donc pour la vie d'un Européen, vous avez le droit de vacciner 65 Africains en plus. Donc vous comprenez que c'est très rentable pour les sociétés pharmaceutiques. Et c'est ce qu'on appelle le néolibéral capitaliste, l'impérialisme capitaliste. D'ailleurs, c'est à cause de ça que la France a créé un statut exprès pour mettre des Africains, des êtres humains en esclavage. C'est la même chose. Hein. C'est le capitalisme. Il faut savoir qu'en toute sincérité, l'Afrique n'a jamais été libérée, ni du ceci, les ONG sont complices. Et je le dénonce. Et les ONG, vous êtes complices, et même vous, Médecins sans frontières, parce que j'ai travaillé avec vous. Vous êtes complices, Médecins sans frontières. Médecins sans et frontières. eux aussi, ils savent que j'ai une plainte chez eux. Donc ça va péter parce que j'ai posé une plainte également chez eux. Merci. Donc voilà. Donc je continue. Oui. Je continue. Donc le projet Souralima, j'étais nommée la responsable laboratoire du site de Mafereña. Il y avait 2 sites de vaccination. Donc il y avait un site à Landrea, à Conakry même dans la capitale. Oui. Et un autre site au village, à Mafereña, dans un centre de recherche qui est reconnu parce que c'est le centre de recherche national de la Guinée. Oui. Où les Américains ont acheté tous les équipements et les Américains ont créé tout le laboratoire. D'accord. Donc quand je suis arrivée sur le projet, j'ai rencontré que des Européens qui étaient au management, au niveau du laboratoire. Et très rapidement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait eu des graves erreurs au sein du laboratoire. Oui. Donc moi, j'ai commencé à vouloir faire remonter ça. On a commencé à me crier dessus. Non, il faut pas dire aux autres. Il faut le dire qu'à nous, les Français, à nous, à l'INSERM. J'ai dit non. Donc c'est juste pour vous dire que avant même que j'arrive, ils avaient décidé de prendre le responsable national, Monsieur Camara, un Guinéen, un père de famille, un homme qui a 20 personnes à sa charge. Hein. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc c'est pas rien. Il avait 20 personnes à sa charge. Ils ont décidé de le mettre de côté. Donc c'est-à-dire cet homme venait le matin au laboratoire et devait rester assis toute la journée, regarder un Européen junior qui n'avait jamais managé en France, jamais managé en Afrique, lui dire ce que lui devait faire dans son labo, lui interdire de toucher à leurs appareils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si demain, des étrangers viennent chez vous dans votre pays, sur votre lieu de travail, prétendent venir faire une action humanitaire, discriminent
vous mettent à l'écart, vous humiliez de la manière dont M. Camara a été humilié. C'est inadmissible. Et ça a toujours été comme ça. Ils viennent toujours avec le cap de super-héros, vouloir soi-disant faire de l'humanitaire pour tuer les Africains. Et c'est ça. Là, il est temps que le peuple africain ouvre les yeux, ouvre ses oreilles. Et je le dis, c'est le moment de faire cette révolution, de nettoyer l'Afrique, de chasser ces ONG, ces médecins sans frontières, d'aller casser ces laboratoires et les dégager de nos pays. Donc voilà, ça c'est quelque chose, tu verras, c'est très compliqué à faire, hein, parce que nos gouvernements sont complices. Nos gouvernements sont complices. Mais voilà, aujourd'hui j'ai dit je dénonce la Guinée, j'aurais très bien pu dénoncer le Congo, parce qu'au Congo on m'a dit ils ont fait pire. On m'a dit heureusement que t'as pas été au Congo, parce qu'au Congo le niveau de violation c'était mon chef m'a dit j'ai plus de mots, j'ai même plus de mots pour te dire qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo. Oui. Donc mais on en reviendra, vous allez voir, petit à petit, au fil des semaines. Vous allez apprendre de nouvelles. Moi, je vous dis pas tout. Oui. Voilà, je vous dis les points très très forts hein, pour vous faire réagir qu'aujourd'hui, on peut pas aller en Afrique décider de vacciner des gens pour une modique somme de 60 € que certains Européens utilisent ici pour manger le midi au restaurant et me dire que la vie d'une maman, la vie d'un papa, la vie d'un petit enfant vaut 60 €. Non, c'est pas possible. Donc quand je suis arrivée et que j'ai constaté que cet homme était mis à l'écart sans raison, et qu'on m'a demandé de faire la même chose. La première question que j'ai posée, pourquoi vous voulez faire ça? Oh non, il est incapable avec tous leurs propos racistes, c'est un fainéant, c'est un incapable, mais surtout la raison c'était, c'est un Guinéen, il ne connaît rien à la recherche, et les Africains ne connaissent rien à la recherche. Première question, quand je suis arrivée sur le milieu du travail, c'est l'INSERM qui m'a formée. Personne, aucun d'entre nous n'est né avec la science infuse. Personne. On a tous été formés par quelqu'un. Et moi-même, j'ai été formée par l'INSERM. Et je remercie l'INSERM de m'avoir formée. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être guinéen, français, italien, américain. C'est le fait que quand on vous montre une nouvelle technique de travail, avec de nouveaux appareils, comme toute personne, on doit vous former, n'est-ce pas? On doit nous former, exactement. C'est comme si demain, tu as l'iPhone 17 et tu n'as jamais touché à l'iPhone, tu peux pas connaître. Exactement. Donc on forme les gens, mais comme ils avaient envoyé des profils juniors, qu'ils avaient recrutés par copinage, parce que ça aussi, il faut que je vous dise, le recrutement, il s'est pas fait comme un recrutement classique, ils ont publié l'offre, non, ils se sont appelés entre eux. Il y a une nouvelle mission en Afrique, il y a un super poste là, tu le veux pas? Ah, j'arrive. Le pire, c'est qu'ils s'en vantaient devant moi. Ouais, c'est un tel qui m'a recruté, Des zéros quand je vous dis. Ils étaient nuls, incapables d'écrire correctement le français. On les a mis chefs de projet, on les a mis coordinateurs cliniques, on les a mis pharmaciens. Ça, c'est un point encore, c'est un point. Maintenant, revenons-en au fait. J'arrive au laboratoire, on me dit non, tu dois écarter Daouda Camara. J'ai dit non. J'ai dit je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, Daouda Camara, je ne ferai pas. On m'a menacé, on m'a harcelé, on m'a dit tu formes pas les Africains. Si tu les formes, tu vas voir. J'ai dit je m'en fous, je vais former les Africains. Je vais les former parce que je crois en eux. J'ai fait, moi, une évaluation de leurs compétences. Et je peux vous jurer que M. Daouda Camara a bien plus les capacités intellectuelles que vous tous réunis pour diriger ce laboratoire. Et je vais vous le prouver. Oui. D'ailleurs, si on retire les étrangers, les Noirs, les Africains, les Arabes à la science française n'existerait plus. Les Arabes ont inventé les mathématiques, on est bien d'accord. Le début de beaucoup de sciences. Donc voilà, donc j'ai formé M. Daouda Camara avec beaucoup de mal, avec beaucoup de menaces. Lui et moi, c'était un combat quotidien, on le savait, on était très très soudés l'un et l'autre avec l'équipe. Il se passait pas quelque chose sans que lui vienne me dire ou moi je lui dise. On s'est soutenu dans l'équipe. J'ai eu également le soutien de mon chef de mission, Dr Billy Chivaera, un Congolais de Goma. J'ai eu le soutien également de notre RH Boubacar, un Sénégalais, et du cofinancier Woré, un Tchadien. Donc toutes ces personnes-là, avec d'autres amis, m'ont soutenu dans ce combat car c'était très dur. J'ai été régulièrement insultée, je vous dis insultée, diffamée sur mes compétences. Du jour au lendemain, je suis devenue incompétente. Il fallait me sortir de la mission. J'ai dit non. Donc ils ont voulu faire un licenciement abusif. Ils avaient déjà réussi à licencier 3 autres Africains. Le problème, c'est que moi j'étais française, je suis française quand même. J'ai fait les gars, moi vous me licenciez, on se retrouve au tribunal. On se retrouvera au tribunal devant les prud'hommes. Ils ont eu un peu peur et ils m'ont laissé tranquille. Mais à côté de ça, ils ont modifié mes rapports. Il faut savoir que modifier un rapport d'essai clinique, ça encourt à des peines de prison. C'est très très grave. D'accord. Quand moi j'écrivais ce qu'ils étaient en train de faire dans le laboratoire, donc moi j'avais mon rapport que j'envoyais à ma hiérarchie.
Lui, il récupérait mon rapport, en l'occurrence le docteur Renaud Vatrines, c'est la personne qui m'a fait le harcèlement sexuel également. Il récupérait mes rapports et changeait mes propos pour pas se faire attraper par sa hiérarchie. Nous, on l'avait attrapé plusieurs fois, on a signalé, mais rien s'est passé. De la même manière que quand il m'a proposé de coucher avec lui à plusieurs reprises et que j'ai refusé, il m'a insulté comme pas possible, il ne s'est rien passé. Donc ça veut dire que moi, jeune scientifique, une scientifique africaine et française, je suis en train de dénoncer des choses réelles. On me prend, excusez-moi, pour une catin de passage. On m'insulte et je devrais me taire et continuer à travailler avec cette personne qui me nargue en plus. Je trouve ça inadmissible. Je pense pas que si une petite Émilie avait été harcelée par monsieur Boubacar Keïta, comme il nous appelle les bamboulas, on va clairement dire les mots, hein, c'est comme ça qu'il nous appelle. Je pense pas que l'employeur européen aurait gardé cet homme. Il se serait fait immédiatement licencier et il aurait fait le tour des médias. Donc on voit qu'aujourd'hui vous avez une femme africaine qui connaît très bien son travail, qui est en train de dénoncer des choses réelles et n'a pas été prise au sérieux. Et c'est ça que je veux dénoncer parce que j'en suis sûre que si j'avais été européenne, ça ne serait pas passé comme ça. Exact. Donc voilà, dans l'ensemble, moi j'aimerais vraiment appeler la conscience africaine, la communauté africaine à vous réveiller et à arrêter de croire que parce que des gens viennent de l'Europe et ont une couleur de peau différente de la vôtre, automatiquement ils sont plus intelligents que vous. Ça me mettait en rôle quand j'entendais, quand j'étais au Congo en mission humanitaire également, parce que j'étais au Congo, ça me mettait très en colère quand j'entendais les gens me dire c'est bien, tu parles comme une blanche. Ça ne veut rien dire. J'étais très en colère quand on faisait ça. Je parle comme une Française, comme j'aurais pu parler comme une Tchadienne, comme j'aurais pu parler comme une Chinoise. Ça n'a rien à voir avec le fait d'une couleur de peau. Et qu'on me dit, toi, tu es intelligente, tu parles comme les Blancs. Ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Mon intelligence n'a rien à voir avec une couleur de peau. Donc ça prouve bien que si l'INSERM a pu me former à la recherche clinique et que moi-même, en allant en Afrique, j'ai pu faire un transfert de compétences, j'ai pu former d'autres Africains à la recherche clinique, ça prouve bien qu'on est capable de le faire. Il faut qu'on arrête de compter sur les Européens. Et pourquoi ils ne voulaient pas que je forme les Africains, à votre avis? Posez-vous la question. Pour ne pas faire un transfert de connaissances, de compétences, de connaissances, etc. Parce que tant que les Africains resteront ignorants, on dépendra de l'INSERM. Donc ils vont là envoyer leurs juniors, envoyer leurs expats qui connaissent rien, qui en plus osent insulter les Africains. Ils sont là en train de rigoler avec eux. Et puis après, ils montent à l'étage en rigolant, en faisant non mais moi j'en peux plus de ce pays. Mais rentre chez toi. Rentre chez toi. Exactement. Qui t'a dit de venir? Qui t'a dit de venir? Qui? Ils trouvaient ça absolument normal de parler comme aux chauffeurs comme de la merde. Qui vous a dit? Moi, je suis désolée. On peut pas comme ça venir en Afrique violer les droits de l'homme et penser qu'on a le droit de le faire parce qu'on est en Afrique. Ça suffit. Et aujourd'hui, monsieur Daouda Camara, je suis très fière, je l'ai bien fait et aujourd'hui, il travaille pour les Américains. Il a démissionné avec les Français. Il a démissionné. Le problème, c'est que pourquoi tu trouves normal que Daouda, et au lieu, normalement, il aurait dû travailler pour sa patrie, pour son pays, et encore obligé de travailler pour les Américains parce que les gouvernements ne font pas ce qu'il faut là-dessus. Parce que moi, selon les informations que j'ai reçues, parce que c'est personnes qui nous ont contactés par rapport à ça, il y a eu des décès. Il y a des décès pendant ces essais cliniques-là. Est-ce que tu peux en parler aux Africains quand il y a des décès cliniques et qu'est-ce qu'ils font l'extrême par rapport à ça au niveau des morts? Bien sûr, je vais en parler. Donc, comme je vous disais au début, quand un Européen meurt dans un essai clinique, l'essai clinique est immédiatement arrêté. Quand je vous dis immédiatement, si le patient meurt à 13h, à 13h05, l'essai clinique est arrêté. D'accord? On continue pas. Mais en Afrique, qu'est-ce que dit le professeur Yazdan? Un patient va recevoir l'injection, je sais pas, moi, lundi. Un patient qui allait très très bien, dont on avait étudié tous les paramètres biologiques, dont on savait que le patient n'avait aucun trouble pathologique grave. Le patient, quelques jours après, développe des symptômes, meurt, et l'INSERM refuse d'enquêter sur le fait que les Africains, de toute façon, on a plein de maladies. Et que de toute manière, ça doit pas être lié au vaccin. Ça veut dire quoi, ça? Et je tiens à dire que, moi, je le dis, ce direct, les propos, les accusations que nous sommes en train de porter, il y a des preuves et que je défie, que nous défions, que ce soit l'État guinéen, l'État français ou l'INSERM ou ces médecins que nous citons,
S'ils veulent déposer plainte, que nous sommes prêts et nous les invitons même à déposer plainte parce que les preuves sont là. Plainte. Voilà. Pour diffamation, pour tout ce qu'ils veulent, croyez-moi que je dis, j'aurais jamais joué ma carrière, ma vie, la vie de mes proches. Si tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je ne peux pas l'appuyer. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Exactement. Parce que je sais très bien ce que j'encours si c'était faux. Et puis, à partir du moment où j'ai inclus les Américains dedans, vous pensez bien que je ne peux pas dire des choses fausses comme ça. C'est vrai, exactement. Et vous imaginez bien. Voilà. Donc, quand il y a des morts... voilà, donc quand il y a des morts, en Afrique, on étouffe l'affaire, on classe l'affaire sur dossier. Je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée avec un très très bon collègue. Je vais pas citer ton nom parce qu'il m'a dit pour l'instant il préfère pas, mais un excellent médecin. Il y avait un enfant qui avait développé des symptômes très très graves suite à la vaccination. Toujours en Guinée. Toujours en Guinée, toujours. Ce que je vous dis, c'est toujours en Guinée. Le cas du Congo, je laisserai une autre personne vous en parler. On gère déjà ça avec Jérôme Mouniangui. Là, on parle de Guinée. Voilà. Moi, on parle de la Guinée. Je pense que voilà, d'autres personnes qui étaient en Guinée, qui sont parties au Congo, vont témoigner. Mais je me concentre sur la Guinée. Donc, avec ce collègue médecin, on savait très bien comment l'INSERM trafiquait les dossiers et refusait qu'on enquête quand il y avait des décès. M'a dit, je pense que l'enfant a dû avoir un problème avec son foie. Parce que déjà, dès la deuxième visite, donc faut savoir qu'après la vaccination, on faisait un prélèvement de sang pour pouvoir étudier ce qu'on appelle des paramètres biologiques. Donc c'est-à-dire, par exemple, regarder votre taux de fer, pas de fer, votre taux d'hémoglobine, regarder vos globules blancs. Donc on regarde dans votre sang si le vaccin n'a pas provoqué une modification importante. D'accord. Donc voilà, pour être très simple, pour ceux qui connaissent pas la biologie, on va prendre votre sang et au laboratoire, on va faire des analyses pour s'assurer que le vaccin n'a pas provoqué de désordre dans votre corps. Et pour cet enfant, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une explosion d'une enzyme hépatique qui peut conduire au décès. D'accord. Une enzyme hépatique, c'est un élément que produit le foie. Sur un enfant de quel âge? Sur un enfant. De quel âge? Alors je me rappelle plus trop de l'âge de cet enfant. Je crois que c'est une dizaine d'années. Il faudrait que je demande la confirmation. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs enfants. C'est pas le seul enfant qui est mort durant l'étude. Il y a eu plusieurs enfants. Il y a eu plusieurs adultes, plusieurs mamans, plusieurs papas. Mais cet enfant-là, je m'en rappelle particulièrement parce que quand on a voulu pousser l'enquête plus loin avec mon collègue, ils nous ont retiré le dossier des mains. D'accord. Et interdit à mon collègue de travailler dessus. De la même manière qu'un autre mineur est mort sur l'étude, et heureusement que ma collègue, je peux citer son nom, le docteur Rita, est venu me trouver pédiatre pour me dire, regarde ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, oh là là, l'INSERM ne voulait pas que notre chef de mission soit au courant. L'INSERM a essayé de cacher ce décès aux autres partenaires. Et moi, j'ai dit, s'ils essaient de cacher ce décès, c'est qu'ils ont fait une grosse connerie. Et c'est pas qu'ils veulent cacher ça. Et je l'ai incité à aller dénoncer ça au chef de mission, c'est ce qu'elle a fait. Et le chef de mission a réagi très très fort. On ne peut pas avoir un décès dans un essai clinique et ne pas le signaler au gouvernement et aux institutions qui régulent les décès. Mais pourtant, le gouvernement français qui finance l'INSERM, parce que c'est un truc gouvernemental, la France elle-même, elle tue les Africains. Donc c'est normal que ce comportement-là, nous, en tant qu'activistes, je ne suis pas étonné de savoir que les Français, voilà, c'est ce qu'ils font. Et donc la vérité va se savoir. Il est temps, et c'est pour ça que moi, nous sommes en train de nous battre, et c'est pour ça que je te donne la parole pour que tu puisses parler et alerter enfin, parce que les médias ne nous donnent pas la parole. Donc on va utiliser nos propres réseaux sociaux, les médias, les personnes qui nous suivent pour propager le message. Tu as tout à fait raison. Faut savoir, j'ai contacté plusieurs médias, aussi bien africains qu'européens. Tous vos Mediapart, là, vos Élise Lucet, vos France 24, BBC Africa, RFI, je les ai tous contactés. Tous, il n'y en a aucun qui m'a répondu. Et pourtant, tu as vu, nous, on a été contactés à la LDN1 et les heures qui ont suivi, on s'est mis en contact avec toi. Après discussion, après vérification, je te donne la parole. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. De rien. Mon message est vraiment que la population africaine prenne conscience que si vous avez des compétences comme moi en biologie, je vous demande pas de sacrifier toute votre vie pour aller en Afrique, mais aller quelques mois former des personnes, croyez-moi que ça peut changer les choses. Parce que l'équipe de Guinée aujourd'hui, comme tu disais, je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, il travaille pour les Américains. Effectivement, Daouda a changé de contrat, a quitté les Français pour les Américains. Mais parce que aujourd'hui, en Afrique, c'est ce que je disais, il manque de personnel suffisamment formé sur les essais cliniques. Il manque.
Et je comprends mieux pourquoi. Parce que quand on vous interdit de former les Africains et que vous acceptez cette idée, comme l'a fait l'ancien responsable laboratoire qui était d'origine italienne, qui a accepté consciemment de mettre un Africain à côté, comment voulez-vous qu'il apprenne les choses? Exact. Ils lui ont même interdit de se connecter à l'ordinateur. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils vont chez nous, hein, dans nos pays, chez nous, et ils font la loi. C'est ça. Et ils m'ont crié dessus. Ils m'ont dit, tu n'as pas à former les Africains. On t'interdit de former les Africains. Et ça a été tout au long de mon contrat. Et c'est pour vous dire, quand j'ai quitté la mission, ils ont organisé le recrutement de mon remplaçant sans en parler à ma hiérarchie. C'est pour vous dire à quel point ces gens-là étaient déterminés à faire du tort à la Guinée. Heureusement que mon chef, il leur a dit, vous n'allez recruter personne. Tania, elle a fait un très bon travail. Daouda Camara est capable de diriger le laboratoire tout seul. Donc votre expat européen que vous avez ramené encore avec votre complicité, on n'en veut pas. D'accord. Et je suis très contente que mon chef a incité également le gouvernement guinéen à ce que les techniciens du laboratoire, parce qu'il n'y avait pas que Daouda Camara qu'on m'avait interdit de former, il y avait Nema Goumou, à qui je passe le bonjour, Amadou Sow, à qui je passe le bonjour, ils ont tous évolué, alors, ils ont tous des super postes aujourd'hui, ce qui prouve bien que quand une personne est compétente et a un désir de former les autres, on arrive vraiment à des choses excellentes. Aujourd'hui, ils sont en train de diriger un gros projet avec les Américains, et les Américains leur font confiance. Mais et moi, je suis très contente. Mais ce n'est pas fini. T'es parti. Ce n'est pas fini. Oui, t'es parti encore plus loin parce que, en tant que lanceuse d'alerte, t'as fait des dépôts de plaintes, t'as alerté le gouvernement guinéen, t'as alerté les Français, et ça, il faut que les Africains le sachent. Donc, je vais te laisser expliquer aux Africains. Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que je disais, être lanceuse d'alerte. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi un lanceur d'alerte, c'est une personne qui va tout risquer, et je le dis bien, elle va tout risquer, mais par acquis de conscience, d'accord, hein, pour sa personnalité, elle va dénoncer des choses très très graves. C'est ça qu'on appelle un lanceur d'alerte. Voilà. J'ai osé, donc ça a pris plus d'1 an. C'est pour vous dire, ça m'a pris plus d'1 an pour le faire. J'ai quitté la mission en octobre 2018, pour vous dire la vérité. Je suis rentrée en France très rapidement. Bon, j'ai un bon profil, j'ai trouvé du boulot très rapidement, mais ça me revenait sans cesse en tête. Sans cesse, je me disais, mais si tu te tais, c'est que tu cautionnes et tu acceptes ce qui se passe. Oui. Si tu acceptes, et ma conscience et ma personnalité m'ont dit non, 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 non. Et chaque fois j'y pensais, je me suis dit non. À un moment, je me suis dit, écoute, afin d'être sûr que ce que tu disais est vrai, tu vas contacter les Américains parce que je sais que eux ne rigolent pas sur les essais cliniques. Les Américains détestent ce genre de scandale. Détestent cela. Donc j'ai écrit à la plus haute institution juridique au monde, et je dis pas que aux États-Unis, parce que la FDA, qui est la Food and Drug Administration, donc c'est pour tous les médicaments qu'on va administrer aux êtres humains durant les essais cliniques, régule la plupart des essais cliniques dans le monde. Et quand vous voulez vous plaindre de violation d'essais cliniques au niveau international, il faut les contacter. Ça, c'est quelque chose que les Africains doivent savoir. Quel type d'organisation vous devez contacter? Car j'en suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses-là sur les essais cliniques en Afrique. J'ai un collègue qui a été licencié, il faisait le même boulot que moi sur l'essai clinique en Sierra Leone. Kenneth, un responsable laboratoire d'origine kenyane, ils l'ont licencié de la même manière que moi, car il refusait de faire ce qu'il lui disait de faire. D'accord. Et ils ont réussi à le licencier parce que malheureusement, comme il était de nationalité kenyane, et vous savez bien qu'un gouvernement africain ne va jamais défendre, va jamais défendre son employé face à des Européens, ils l'ont licencié de manière abusive. Donc c'est pour vous dire, ils sont déterminés à nous faire taire. Donc voilà un peu pour vous expliquer la FDA. Donc je leur ai dit, bah voilà FDA les Américains, voilà ce qui s'est passé durant l'essai clinique. Il leur a fallu 48 heures pour revenir vers moi, pour me dire, ok mademoiselle, on ouvre l'enquête. D'accord. Donc vous voyez qu'ils ont réagi très 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 vite, et ça s'est passé entre le 4 et le 6 janvier 2020. Ensuite, ils sont revenus vers moi en me disant c'est trop grave. Donc je me suis dit ok, j'ai contacté la défense des droits la Ligue des défenses des droits de l'homme. La même réaction. Voilà, même réaction qui m'ont dit mademoiselle, c'est trop grave ce qui s'est passé. Nous, ça c'est en dehors de notre juridiction. Donc c'est-à-dire que les faits étaient tellement graves, ça les a dépassés, qui m'ont dit faut aller contacter le procureur de la République. Ça c'est trop grave mademoiselle. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'aurais envoyé une copie de ma plainte pour bien leur montrer ce que j'ai fait. Ensuite, ils m'ont dit, il va falloir vous contacter également l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de santé et du médicament pour la France. Donc, c'est également eux qui régulent
Les essais médicaments, les cliniques. vaccins, tout ça. Voilà, Oui. exactement. Donc eux ont pris mon mail comme une blague. Ils m'ont pas pris au sérieux. En D'accord, me disant oui, que ça se comme passe en Afrique, d'habitude. ils ne Hein. pouvaient rien faire pour moi. Oui. J'ai dit, ah bon, comme ça se passe en Afrique, vous pouvez faire rien pour moi? J'ai dit, d'accord. J'ai fait, croyez-moi que je connais bien la recherche clinique. Je suis montée beaucoup plus haut. J'ai dit, je vais taper au niveau européen. Donc j'ai contacté l'Agence européenne de médecine, qui, comme la FDA, j'ai vraiment affaire à des vrais professionnels et pas à des amateurs comme la NSM. Je me rappelle très bien, j'ai passé mon coup de fil, il était 13h07. La personne n'était pas à son bureau. À 13h15, elle m'a rappelé tout de suite. Elle m'a dit, mademoiselle, je vais vous écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a passé 30 minutes au téléphone. Elle m'a dit, on prend l'affaire au sérieux. 1 heure après, je recevais la personne à qui on avait attribué le dossier, à qui on m'a dit, désormais, ça sera la personne à qui vous allez traiter cette affaire. En parallèle, je me suis plaint également au niveau européen que l'ANSM n'a pas pris ma plainte au sérieux. Ils m'ont dit, très bien, envoyez-nous le mail de la personne qui vous a refusé ça. Bizarrement, 48 heures plus tard, l'ANSM me renvoie un mail en me disant, mademoiselle, on est prêt à vous écouter. Donc vous voyez, Africains, que quand vous connaissez pas vos droits, quand vous connaissez pas les institutions vers qui vous tournez, vous pouvez très vite vous faire berner. Si j'étais pas une fille teigneuse, hargneuse et qui sait exactement qui aller trouver, je me serais arrêtée à la NSM. Et l'histoire, elle serait arrêtée là, tout simplement. Mais je me suis dit non. Après ce que les Américains m'ont dit, il est hors de question que je m'arrête là. Parce que si les Américains ont dit que c'est grave et m'ont confirmé que l'enquête, elle a été ouverte, c'est que c'est grave. Que l'ANSM, qui représente la France, a bien compris que c'était une fonction, une institution française, parce que l'ANSM est également une institution française, je pense qu'ils ont voulu se protéger entre eux. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je le dis, je suis désolée. La NSM aurait beau me dire, non, que c'est pas une question de nationalité, vous avez voulu vous protéger entre vous. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a eu des décès sur cet essai clinique et oser m'écrire par email que comme ça concerne l'Afrique, ça ne vous concerne pas. Je vous rappelle que c'est des Français qui ont commis ces crimes-là. C'est des crimes, hein, c'est des crimes contre l'humanité. Hein. C'est pas, c'est là, on parle pas de... Oui, c'est ça. C'est des médecins, c'est des médecins qui vont en Afrique sous prétexte d'aider les Africains, sous prétexte de faire de l'humanitaire, tuent des Africains, font vacciner des Africains avec des vaccins qui provoquent, qui tuent des Africains. Donc ce n'est pas de la rigolade. Là, on parle de meurtre. C'est pas de la rigolade. On parle de meurtre. Et je vais même rajouter quelque chose que tu me dis, je viens de penser. Moi, là, je suis pas en train de tout vous dévoiler. Hein. J'ai mes collègues qui m'ont dit, nous, on a d'autres révélations à faire. Parce que quand je vous dis qu'ils ont fait n'importe quoi sur l'étude à tout niveau, moi là, ce dont je vous parle, c'est qu'au niveau du laboratoire. Mais il y avait plusieurs départements. Il y avait la salle de vaccination. Il y avait la salle des suivis des malades. Et vous, quand vous allez entendre mes collègues, je pense que l'Africain, et j'espère de tout cœur, va prendre conscience que tant que vous passerez votre temps à regarder vos dombolos et vos vidéos sur Facebook, c'est comme ça que des étrangers viendront dans vos propres pays tuer vos mamans, vos papas et vos enfants. C'est le temps aujourd'hui avec Internet d'aller se cultiver sur les sites de l'ANSM ou de la FDA. C'est le temps quand vous avez un peu de temps libre d'aller regarder les régulations. Moi, combien de fois j'ai vu leur temps sur Facebook et les Instagram au lieu d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et voilà, je voulais te dire, pour en revenir aux médecins, il faut savoir que Médecins sans frontières et toutes ces ONG, c'est des criminels. Des médecins qui ne sont pas formés, qui n'ont pas leur diplôme de médecine en France et qui viennent exercer la médecine de manière illégale en Afrique. En se formant, ils vont faire des tests. Moi, je les appelle les docteurs Mungele. Je les surnomme comme ça. C'est des criminels. Le truc formé par Kouchner, là. L'homme qui dépose les sacs de riz sur l'épaule, qui vont en Somalie, qui se met en sauveur. C'est des criminels. Je suis désolé. C'est des criminels, les médecins sans frontières. MSF, d'un côté, ils agissent, c'est vrai, sur la population, ils aident beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis désolé MSF. Hein. Même si c'est pas toutes les missions, même si c'est pas toutes les sections d'MSF, moi je dénonce. J'ai vu des choses au Nigeria qui m'ont pas plu du tout. Mais pas plus du tout au Nigeria. Quand j'entends qu'un médecin chirurgien me dit « Je n'ai jamais opéré dans mon pays, je suis venu ici en Afrique pour me faire la main sur les femmes nigériennes », c'est inadmissible, Médecins sans frontières, que vous envoyez des médecins comme ça. Et qu'elle ose me dire « Après, je vais retourner dans mon pays, tranquillement, aller exercer là-bas ». C'est inadmissible. Donc on vient charcuter les femmes en Afrique, donc on nous envoie des médecins qui n'ont même pas encore leur diplôme ici en France, qui viennent s'exercer là-bas comme des cobayes, hein, tout simplement. Oui, on est des cobayes au rabais. Et elle est sans gêne. Elle est sans gêne, elle ose me le dire. Elle me dit, oui, je suis venue ici pour atteindre mon quota de césarienne, et ensuite je retourne chez moi. Sans gêne. C'était normal pour elle. Et ses autres collègues du pays
Donc ils venaient parce que c'est un pays en particulier avec qui Médecins sans frontières a souvent des expats de ce pays qui doivent avoir un certain nombre de césariennes dans leur dossier pour exercer dans leur pays. Donc ils viennent tous se former en Afrique. Parce que comme ils disent, hein, les femmes africaines, elles accouchent comme des bonbons. Hein. Vous savez, comme eux, les femmes africaines, elles passent leur temps à faire des enfants. C'est vrai qu'elles font que ça. Elles font que ça, les femmes africaines. Non, je suis pas d'accord. La femme africaine est une femme forte. Elle se matin, elle va puiser de l'eau, elle doit cuisiner, elle doit travailler. Donc arrêtez de croire que la femme africaine est juste là pour faire des gosses. Et vous nous envoyez des charcuteurs, je le dis, des charcutiers, excusez-moi, des charcutiers, pour venir charcuter les femmes nigériennes. J'ai un médecin américain qui un jour était très en colère contre un médecin français qui avait fait une erreur médicale grave sur une patiente. Il avait mal opéré la patiente. Durant l'opération, il lui avait coupé la vessie. Je le dis. Il lui a coupé la vessie à cette patiente. Et ce médecin américain était furieux en disant comment un médecin français a pu faire ça et on a laissé ça passer. D'accord. Donc, j'ai beaucoup à dire. Donc, je te remercie. Je dis pas tout parce que on va garder un petit peu. On va garder un petit peu parce que on est en train de préparer un dossier avec d'autres scientifiques africains indépendants. Parce que l'objectif, c'est bien de dénoncer. Mais là, c'est aussi aller devant la justice. Ramener ces personnes avec les preuves que nous sommes en train de collecter un peu partout. C'est pour ça que moi, en tant qu'activiste, c'est pour ça que j'invite les frères et sœurs qui sont à l'intérieur de ces choses. C'est le moment maintenant de vous révéler. On a besoin de vous pour maintenant traduire ces personnes devant, collecter des preuves. Faites comme la sœur, elle a fait, collecter des preuves au maximum. C'est le moment de leur montrer que les Africains, nous sommes pas si bêtes qu'ils le pensent. Nous sommes pas bêtes. On n'est plus, on ne le dit pas, mais moi je le dis, on est plus intelligent qu'eux. Et je le dis tout le temps, nous sommes vos parents, vous êtes nos enfants. Donc, n'essayez pas de croire. Na bon nazala complice ali baby nanga moko masi aye